Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Valérie Bugot. Valérie Bugot a publié 7 ouvrages qui est une synthèse du désordre mondial, des raisons cachées du désordre mondial. Valérie Bugot est docteur en droit à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et nous allons discuter justement de cette synthèse qui nous permet de comprendre plusieurs choses, notamment la falsification des concepts économiques qui est plus que jamais actuelle. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à Haltérophilo de m'avoir invité. Alors, pour commencer justement, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Pourriez-vous expliquer d'où viennent votre terme de banquier commerçant? Eh bien, c'est très simple, ça vient du fait que, des gens qui faisaient commerce de matières précieuses se sont mis à, faire, des activités de banque, de prêt de monnaie. Donc ils étaient à la fois en activité civile de banque et en activité commerciale de changeurs, de commerçants sur les matières précieuses, les matières en particulier, celles qui étaient utilisées couramment, en guise de monnaie. D'où, le terme de banquier commerçant. C'est une double activité, civile et commerciale. Ensuite, vous parlez directement du lien entre l'économie et la monnaie. Et visiblement, il y a une inversion ou en tout cas une confusion qui est plus qu'actuelle avec toute cette géopolitique. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu plus détailler tout cela? Oui, alors, la monnaie est née comme un service public, rendu, de façon à, multiplier, à faciliter les échanges. La monnaie, c'est un instrument, c'est un outil destiné à faciliter les échanges. À partir du moment où ces fameux banquiers commerçants ont accaparé la monnaie, ils l'ont utilisée comme une arme pour servir leurs propres intérêts via le seigneuriage, mais pas seulement, aussi, via le contrôle de la masse en circulation, de l'émission de monnaie. Et donc, ils ont privatisé le concept monétaire, qui donc, de facto, n'était plus en mesure de remplir sa fonction initiale, de favoriser les échanges, qui étaient la sienne, comme je le dis, au départ, qui a été, à l'initiative de la création de la monnaie. Donc, on a eu une première falsification, c'est-à-dire, du concept, hein, qui a consisté à privatiser, un service public. Voilà. J'emploie les termes actuels aujourd'hui, qui sont en cours aujourd'hui, de façon à ce que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Nous nous orientons avec la monnaie, numérique, qui sera, programmable, vers une 2e falsification, c'est-à-dire sur la privatisation actuelle, qui n'est pas question de remettre en cause évidemment, puisque ce sont toujours les mêmes à la manœuvre, il sera question d'individualiser la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie sera fonction, de critères individuels déterminés par, ces banquiers, accapareurs, privatisateurs, je ne sais pas comment les appeler, hégémoniques, accapareurs hégémoniques. Donc nous assistons à une double falsification du concept monétaire, qui évidemment, est contraire, est directement, antagoniste avec les libertés publiques, avec la liberté même de penser, puisque, vous serez, susceptible d'être sanctionné, d'être, pénalisé, d'être puni, d'être, puni par le fait que vous n'aurez plus les moyens de subsistance, pour des raisons, qui sont liées à votre comportement, qui déplairait d'une façon ou d'une autre à cette caste hégémonique. Voilà. Est-ce que j'ai été assez claire? Oui, oui, justement, c'est extrêmement dense. Il y a beaucoup de choses qui me viennent. Bon, tout d'abord, est-ce que vous voyez l'effondrement du dollar comme une conséquence voulue pour justement, imposer cette monnaie digitale qui permettra un contrôle total sur les populations? C'est ce qui existe déjà en Chine avec ce fameux crédit social. Alors, je vais vous répondre en disant que votre question est mal posée. Ce n'est pas l'effondrement du dollar qui est voulu, c'est que le dollar n'a jamais été voulu par ces banquiers-là en tant que monnaie mondiale. Ça a été un bâton, un croche-pied qu'ils ont eu, par le fait que, au sortir de la guerre, enfin pendant la guerre,
le grand vainqueur économique a été les États-Unis d'Amérique et que ces derniers ont bien entendu voulu profiter de leur suprématie économique, pour imposer leur monnaie en tant que monnaie mondiale. Mais les banquiers dont je vous parle, les banquiers commerçants, ceux qui sont hégémoniques depuis le Moyen Âge, ces gens-là savaient parfaitement qu'une monnaie nationale était incompatible avec une monnaie internationale. Donc de toute façon, à terme, et ça s'est révélé évidemment vrai, le dollar n'était pas en mesure de remplir correctement son rôle de monnaie mondiale. Donc ce n'est pas la chute du dollar qui a été voulue parce qu'elle était en fait écrite, elle était, naturelle dans le système impliqué. C'est surtout le fait que le dollar n'aurait jamais dû, selon eux, devenir une monnaie mondiale. Ce qui était, prévu par ces banquiers accapareurs, c'était, Keynes, le panier de monnaie, que Keynes avait défendu à l'occasion des accords de Bretton Woods. Et comment vont-ils pouvoir imposer justement cela? Dans quelle mesure c'est déjà en place, cette Alors, fameuse monnaie digitale? bon, vous savez que la monnaie circule déjà très largement de façon dématérialisée, mais là, il ne s'agit plus seulement d'une circulation dématérialisée, il s'agit d'une circulation, personnalisée. Vous comprenez? C'est une deuxième étape. Ils font feu de tout bois, si vous voulez. Ils utilisent la chute du dollar pour rebondir sur leurs projets initiaux, tout en restreignant drastiquement le contrôle sur les populations. D'ailleurs, ce contrôle est quasiment indispensable étant donné, les dérives que le système dollar-monnaie mondiale ont imposées à la finance internationale. Ce système de dollar-monnaie mondiale a, généré de le fait que toute l'économie internationale est devenue une vaste pyramide de Ponzi, en fait. Tout a été, truqué. Et donc pour sortir de là, ils sont obligés de reprendre un contrôle drastique sur les échanges, sur les moyens d'échange et ils en profiteront évidemment pour tenir en respect les populations qui pourraient éventuellement s'avérer remuantes à l'occasion de ces privatisations, de liberté, de monnaie, de subsistance et tout ce qu'on veut. Donc ils font d'une pierre trois coups, si vous voulez. Ils réimposent leur système au départ, ils liquident le dollar et ils, reprennent le contrôle des populations. Alors peut-être pour, revenir un petit peu en arrière, vous expliquez justement que la papauté aurait eu un rôle ou a eu un rôle historique justement dans cette conception de la monnaie. Oui, Alors absolument. Mais ce rôle est historique, mais il faut bien toujours remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque où elle a pris ce rôle, elle n'imaginait pas évidemment ce qui allait en découler par la suite. Mais elle a favorisé par ses prises de position, contre les grands seigneurs, qui abusaient peut-être aussi du droit de seigneuriage, au profit des commerçants, elle a favorisé une conception matérialiste de la monnaie en prenant, le parti de ce que les commerçants, voulaient, mettre en œuvre. Donc si vous voulez, c'est toujours pareil. Vous prenez des décisions et vous ne savez pas ce que l'avenir réserve à vos décisions. Mais c'est un fait. La papauté a favorisé la conception matérialiste de la monnaie. Mais c'était dans un contexte de lutte entre, une fois de plus, entre les grands seigneurs, les rois et les grands seigneurs qui abusaient certainement, de leurs droits de seigneuriage, heu, pour rééquilibrer peut-être la balance au profit, des commerçants à une époque où le commerce était loin d'être hégémonique. Vous comprenez bien? Donc il faut toujours, se positionner, dans le contexte dans lequel ces décisions sont apparues, sinon on ne comprend rien. On jette des comment des condamnations qui n'ont pas lieu d'être, alors que, dans le contexte, certainement, il y avait, un fond de vérité et d'honnêteté. Même si, la papauté n'a pas toujours été honnête, il faut quand même le reconnaître. autre point, le 15 août justement 1971, vous expliquez justement qu'il y a une désindexation du dollar. Alors c'est justement le président américain Nixon décide le 15 août 1971 de désindexer le dollar de l'or. Le monde aurait pu changer de paradigme monétaire et retrouver la véritable vocation institutionnelle du concept monétaire. Il n'en a rien été.
Tout au contraire, le nouveau paradigme a accumulé les vices d'une monnaie marchandise accaparée par les banquiers avec ceux de la dématérialisation totale qui fait échapper la création monétaire à tout contrôle politique, mais pas à tout contrôle financier, notons-le. Et en Suisse, nous avons eu justement une initiative monnaie pleine, qui a évidemment été refusée. Alors je vais citer peut-être et expliquer ce que c'est la monnaie pleine en citant les initiants. Alors l'initiative monnaie pleine vise une modification radicale du système monétaire actuel sur deux aspects. Le pouvoir de création monétaire doit d'une part être retiré aux banques commerciales et le monopole de création de monnaie scripturale doit être attribué à la BNS, Banque nationale suisse. Celle-ci serait ainsi la seule institution autorisée à mettre de l'argent en circulation. Désormais, les banques auraient donc uniquement le droit d'octroyer des crédits couverts par des dépôts d'épargne, ces derniers restant bloqués pendant un certain laps de temps. Elles devraient comptabiliser la monnaie pleine sur un nouveau compte de paiement hors bilan, comparable au dépôt-titre actuel. D'autre part, les initiants veulent également modifier le processus de mise en circulation de l'argent en vigueur aujourd'hui. La BNS devrait créer de la monnaie pleine sans rien acheter et sans rien recevoir en contrepartie. Son pouvoir lui permettrait de conférer une valeur à la monnaie pleine. Elle pourrait distribuer cet argent hélicoptère à l'État et aux citoyens sans qu'il en résulte une dette et déterminer de cette façon la masse monétaire en circulation. Alors là, ça fait beaucoup de choses, mais en gros, euh, là, les banques, c'est eux qui créent de la monnaie et ils créent de l'argent qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire à partir de liens ex nihilo. Oui, alors, si vous me permettez de rebondir sur cette initiative qui était excellente dans le cadre actuel, elle était aussi très insuffisante dans la mesure où elle ne remettait pas en cause justement ce dysfonctionnement initial lié à la conception marchandise de la monnaie. Donc, le problème est bien plus profond que le sujet que Monnaie Pleine invoquait. Toutefois, il est évident que ça aurait été une, une bonne chose de mettre en œuvre cette initiative. Et la meilleure preuve en est qu'elle n'a pas pu justement arriver à maturité. Mais le sujet principal, si on veut vraiment changer, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire rendre à la monnaie sa vocation de service public, qu'elle n'a plus en raison du fait qu'elle est transformée en marchandise. Donc il ne s'agit pas de retirer aux banques, il ne s'agit pas seulement de retirer aux banques commerciales le monopole de la création monétaire, enfin le quasi-monopole, c'est pas tout à fait un monopole, pour le donner à une banque publique qui n'a pas grand-chose de public, entre nous soit dit. Mais le sujet, c'est de rendre, en fait, de rendre le contrôle de la monnaie à ses utilisateurs, à ses administrés, aux administrés. Vous comprenez? Donc, c'est rendre la monnaie sous contrôle politique, ce qu'elle n'est plus je vous dis, depuis le Moyen Âge, si tant est qu'elle ait été même avant, parce que cette histoire d'accaparement de la monnaie par les prêteurs est quand même très très ancienne. Donc elle est même tellement incrustée dans les mentalités qu'on ne considère même pas qu'on puisse faire autrement, ce qui est tout à fait déplorable et ce qui va amener notre ruine en fait. Il faut toujours remonter aux sources des problèmes pour les résoudre, ne pas se contenter d'apparence. Je pense que vous avez vu peut-être cette vidéo où Jacques Attali est piégé par les humoristes russes et Ah lui, oui, il prévoit justement une crise économique début août, si je ne me trompe ouais. pas. Excusez-moi, je vous interromps pour une raison, pour la raison suivante, c'est que je tenais sur l'histoire de la monnaie à continuer un peu ce que je disais, à reprendre un peu le fil de ce que j'expliquais. Je dirais qu'il y a une personne qui a parfaitement élaboré ce que devrait être le concept monétaire sain, euh, outre le fait que dans Révolu droit, je pose certains fondements, mais une personne a été beaucoup plus loin dans l'analyse et a été est très performante dans euh, l'analyse des causes et les solutions à mettre en œuvre. C'est Nicoletta Forcheri, c'est une Italienne qui a beaucoup travaillé sur le concept monétaire et qui a tout à fait identifié que la problématique de la monnaie venait en partie une très grosse partie de la comptabilité en partie double. Vous savez que ça a été inventé par les Italiens, donc c'est pas étonnant qu'une Italienne se soit beaucoup intéressée au sujet, et que de ce fait-là, la monnaie est naturellement soit un actif, soit un passif. Or, la monnaie, justement, doit s'extraire de ce rôle actif-passif pour devenir neutre dans les échanges, vous comprenez?
Et je voulais rendre hommage un peu à Nicoletta Forcheri, c'est la raison pour laquelle je me suis permise de vous interrompre. Voilà. Mais ceci étant, j'étais, sans avoir creusé autant, j'étais arrivée à la même conclusion qu'elle, mais elle a élaboré très concrètement les modalités techniques d'un point de vue comptable et d'un point de vue institutionnel à mettre en œuvre pour arriver à ce paradigme, à ce nouveau paradigme monétaire. Voilà, je vous rends la parole. Excusez-moi. Oui, non, c'est moi, excusez-moi de vous avoir interrompu. Alors justement, pour revenir à ma question sur Jacques Attali qui a été piégé par ces humoristes russes, comment peut-il prévoir une crise économique justement début août? Bah, vous savez que Jacques Attali n'est pas un décideur, c'est un héros. Il est au courant de tout ce qui se passe et ce qui lui permet de porter la bonne parole à la population. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en réalité, de toute façon, cette crise, elle est évidente, hein. Vous savez très bien ce qui s'est passé pour de multiples banques. Vous savez très bien que la Deutsche Bank est une banque systémique qui est en grande difficulté financière, de même que la JP Morgan, que toutes les Crédit petites banques ont Suisse? fait faillite, Crédit Suisse, chez nous, on a les mêmes problèmes avec nos banques systémiques qui ont des hors-bilans. Enfin, je dirais que c'est toute cette finance de l'ombre liée à la dépravation du dollar en tant que monnaie mondiale, ça a impacté tous les établissements financiers. Donc, prévoir une crise, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour la prévoir. Maintenant, dire précisément qu'elle arrivera en août, c'est en fait eux qui décident de quand lâcher complètement les rênes de façon parce que la crise aurait pu arriver il y a 10 ans déjà. La crise radicale, je veux dire, pas celle qu'on a connue avec les soi-disant subprimes qui ont tenu la route quand même. Enfin, ils ont colmaté, si vous voulez, mais là, ils décident de plus colmater. Tout est en respiration artificielle. Donc, à partir du moment où vous débranchez la respiration artificielle, c'est pas difficile de prévoir la crise. Vous comprenez? Tout est complètement sous contrôle. Donc, enfin, sous contrôle, oui et non. Sous contrôle du point de vue des échéances, oui. Maintenant, sous contrôle de la systémique et de l'effondrement du système, non. Ils ne contrôlent que le moment où ils arrêteront l'assistance respiratoire. Et ce moment-là est conditionné aux événements de la guerre, notamment en Ukraine, aux événements de la confrontation entre l'OTAN et la Russie et la Chine en arrière-plan. Parce que le véritable danger économique pour ces grands banquiers, c'est évidemment la Chine qui reprend le contrôle de son économie et qui est à la manœuvre pour réinvestir les règles économiques mondiales. Donc le sujet, il est lié intimement aux événements militaires que nous connaissons. Et la crise monétaire, le déclenchement, entre guillemets, cette crise, elle est déclenchée de longue date, vous l'avez compris. Mais le moment où ces banquiers signeront la fin de partie, c'est le moment, effectivement, qui est intimé par le développement des confrontations entre l'OTAN, qui est le bras armé de cette haute finance globaliste, et contre les nouveaux arrivants sur le marché, si je puis dire. On voit déjà en France, là, j'ai vu, je crois, un graphique où le CAC 40 s'est effondré, je crois, de 300 ou 400 points en une semaine, ce qui est déjà extrêmement aussi inquiétant de ce côté-là. Oui, enfin, vous savez, tout ça, c'est en hors sol, hein, donc que ça Oui, s'effondre ou pas, étant donné que tout est hors sol, je dirais, il y a pas du tout à s'étonner de tout ça. Enfin, je veux dire, quand on sait comment tout fonctionne, les mouvements à la hausse et à la baisse, ne sont pas, fondamentalement intéressants, si vous voulez bien comprendre ce que je dis. oui. J'aimerais citer Julio Mainviel, justement, sur sa conception catholique de l'économie. Alors lui, et je pense que vous avez évidemment la même conception, ce qui est certain, c'est qu'il faut de l'argent comme moyen d'échange, comme pur moyen d'échange, pour que les marchandises soient mises en circulation. Mais il ne faut pas de l'argent ou du capital avec un droit à l'accroissement et à l'usure. Donc l'argent qu'il faut, c'est un argent non prolifique, un argent exorcisé de l'usure, même de l'usure légale d'1%, un argent comme le voulaient Aristote et saint Thomas. Telle est la seule solution au problème économique du monde. La démonstration faite ici est d'une rigueur mathématique absolue. C'est une solution dont on ne veut pas et qui n'a pas même été envisagée. C'est une solution qui, même si on l'envisageait, ne s'appliquerait pas car, le monde étant gouverné par les financiers mondiaux, jamais ils ne permettraient une solution qui détruirait leur intérêt exclusif.
Bien sûr, le constat est très juste, j'ai fait le même, mais ce monsieur ne va pas, au fond des choses. Je vous dis la personne qui avait été, au fond de la question, c'est Nicoletta Forcheri et moi, l'étape un peu avant, puisque j'ai pas été aussi loin qu'elle, mais concrètement, les moyens de mettre en œuvre sont élaborés par cette femme. Donc oui, bien sûr qu'il a raison sur le constat, c'est une évidence. Ensuite, il y a, selon vous, c'est ce que vous expliquez dans votre synthèse, c'est qu'il y a une erreur justement du retour au standard or. Est-ce que vous Bah, pourriez bien peut-être sûr, un petit peu le standard or, c'est la monnaie marchandise. L'or, c'est une matière première. La monnaie ne peut en aucune façon être identifiée exclusivement à une seule matière première, puisque là, on repart dans le système commerçant et commercial. Donc, la monnaie, je le répète, est un service public, n'est pas une marchandise dans le commerce qui circule sur un marché. Donc, considérer ça, c'est déjà la première étape de la stratégie de l'erreur, pour ne pas parler de stratégie de l'attention, qui lui est son corollaire direct. Ensuite, il y a encore autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est la BRI, qui est la banque des banques, hein, la banque des règlements internationaux. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer quel est son rôle actuellement? La BRI a été créée par Norman Montagu, Allen Dulles, par JP Morgan Chase, non, JP Morgan, pardon. C'est une institution qui a été créée en 1930, soi-disant pour gérer les réparations de guerre dues par l'Allemagne, mais en réalité pour les liquider définitivement et pour mettre en œuvre la machinerie qui permettra de financer la, 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 l'effort de guerre allemand. Et vous comprenez bien que 1930, ce n'est pas une date anodine, parce que pourquoi cet effort de guerre allemand devenait tout d'un coup indispensable à remettre en œuvre? Parce que l'Union soviétique avait échappé aux financiers qui avaient mis beaucoup de moyens en œuvre pour en faire son outil de contrôle global. Vous comprenez ce que je veux dire? Via Lénine et Trotsky, qui ont été abondamment financés, il était question du nouvel ordre mondial déjà. D'accord? Donc, à partir du moment où Staline les a court-circuités, a pris le contrôle de cet appareil d'État, il devenait indispensable pour eux d'éliminer cette nouvelle menace à leur hégémonie qui était en train de s'installer dans leur propre machinerie, dans leur propre comment dirais-je, Frankenstein. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle il est tout d'un coup devenu essentiel pour eux de refinancer l'effort de guerre allemand, puisque les grands industriels et les financiers allemands se sont historiquement fusionnés dans les intérêts de la haute finance britannique. Donc, ils ont toujours été le marchepied, l'arme, disons la pointe de l'arme concernant tout ce qui est monétaire et économique. Alors, donc, il a fallu mettre en œuvre une grande machinerie permettant de financer cet effort de guerre sans que ça ne se voie trop et en étant toujours paré des bonnes intentions que nous connaissons. Donc, la BRI est née de cette initiative frauduleuse de contrôle monétaire de façon à pouvoir financer l'effort de guerre allemand, qui a abouti, comme tout le monde le sait, au Troisième Reich. Mais quel est son rôle actuellement, aujourd'hui? Actuellement, elle a toujours le même rôle. Elle contrôle, elle est pilote, la tête pilote de toutes les banques centrales qui sont à son service, enfin qui sont affiliées, hein, pour être plus précise, mais qui sont réellement à son service et qui sont chargées de mettre en œuvre les décisions qui sont prises au sein de la Banque des règlements internationaux. C'est un organisme de centralisation de gestion monétaire et financière et économique. Sur, l'économie qui est artificiellement organisée, on va peut-être un petit peu parler de l'arnaque du libre-échange, des accords de Bretton Woods, de l'OMC, et cetera. Alors, je vais vous citer: «Ce libre-échange, pareil des vertus de la liberté, comme son nom le laisse supposer, est en réalité une double imposture.
Premièrement, le libre-échange ne suppose pas la liberté, mais au contraire l'esclavagisme. Deuxièmement, le libre-échange ne favorise pas les échanges, mais au contraire la concentration des capitaux et l'accaparement des biens. Donc, au nom du libre-échange, qui est au final toute la doctrine économique déjà depuis les années, depuis Bretton Woods, tout d'abord, Même est-ce que vous avant. pourrez... Mm. Même Même avant, avant. d'accord, oui. Bon, Alors, tout le d'abord, libre-échange a été historiquement une arme dans les mains de l'Empire britannique, donc de l'Empire maritime britannique, de l'amirauté, pour asservir les populations. Ils s'en sont servis au Canada au 19e siècle, ou fin 18e siècle. Historiquement, c'est une arme de destruction massive des, euh, des États, des souverainetés, des nations. Donc, c'est né comme ça et ça continue à se développer comme ça. bon, là, moi comme je vous ai dit déjà avant le début de l'entrevue, j'ai étudié un petit peu l'économie et puis tous les concepts justement de commerce international. Tout ce qui est enseigné à l'université va à l'opposé de ce que vous dites. Comment est-ce que vous l'expliquez? Bah, bien sûr, je l'explique comme je l'ai expliqué à l'occasion de ma dernière émission, la géopolitique profonde avec Mike Borowski. L'université, c'était historiquement le lieu où on pouvait avoir des échanges, des débats fructueux et tournés vers une véritable amélioration, si vous voulez, de la situation commune. Or, quand vous avez une situation où vous voulez être hégémonique et dominant, vous devez contrôler absolument tous ces débats-là. Donc, l'université, historiquement, a été ciblée comme une cible prioritaire par ces gens-là pour mettre sous contrôle, pour mettre les débats sous contrôle idéologique, pour les mettre au service de cette hégémonie financière accapareuse, dominante, qui est dominante depuis très longtemps. Je le répète, la révolution dite française, c'est la première révolution colorée de l'histoire de l'humanité. Enfin, si vous voulez, ça a été le premier moyen que ces banquiers ont trouvé, utiliser le peuple avant de s'en servir. Ordo ab chaos, ça a été mis en œuvre, ces méthodes ont été mises en œuvre à grande échelle à l'occasion de la Révolution française. Et évidemment, les gens sont pris en otage. Ils pensent lutter pour des grands idéaux et en réalité, ils sont instrumentalisés au profit de gens qui sont à la manœuvre. Donc, vous savez, c'est toute l'histoire de l'humanité, hein, les rapports de force. L'art de la guerre, il faut lire l'art de la guerre pour comprendre de quoi il s'agit. Vous avez des gens qui monopolisent les débats, des gens qui monopolisent, on le voit bien d'ailleurs avec le contrôle médiatique, hein. C'est un secret pour personne aujourd'hui. Mais effectivement, les universités ont été mises sous cloche, hein, ça c'est clair et net. De toute façon, ceux qui ne veulent pas rentrer dans le rang sont ostracisés, on leur coupe les crédits, on leur liquide leurs moyens de subsistance, de diffusion d'informations, etc. En France, ça a été mis en œuvre, je le répète quand même, depuis effectivement la mort de De Gaulle. Tout ça a été commencé à mettre en œuvre. Dans les années 80, ça s'est accéléré. 90, encore beaucoup plus, puisque 90, vous savez que c'est la chute de l'Union soviétique. Donc là, les rapports de force que nous avions et qui s'équilibraient entre les blocs de l'Est et le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, tout ça s'est effondré dans une confusion générale au profit des banquiers hégémonistes. Donc, vous savez, on ne sort jamais du rapport de force. C'est toute l'histoire de l'humanité, le rapport de force. La politique, c'est ça, c'est comprendre ces rapports de force. Aujourd'hui, nous n'avons plus de politique dans nos pays. Elles sont soumises aux influences des dominants économiques. Donc, moi, je milite pour retrouver un concept politique, au sens police. Vous savez, la police, c'est la vie de la cité. C'est l'organisation de la vie de la cité. Donc là, il ne s'agit pas, si, ils organisent la vie de la cité, mais au profit de leurs intérêts privés. Donc c'est comme la monnaie, en fait. Tout a été privatisé par ces gens qui sont accapareurs et hégémoniques. Et aujourd'hui, ils se sont heurtés à un mur parce qu'ils ont un adversaire en face d'eux, ce qui leur était pas arrivé depuis, depuis fort longtemps, voyez-vous. Et cet adversaire, c'est la Chine, qui a d'ailleurs fort bien joué sa partie. Vous savez que la Chine, c'est en Chine qu'est né l'art de la guerre. Donc,
les Chinois ont été particulièrement astucieux pour reprendre le contrôle à la fois de leur pays et des règles mondiales. Donc voilà. C'est... Bon, peut-être Attention, quand je vous dis ça, il ne faut pas non plus aller imaginer et traduire mes paroles en disant que je suis en adoration devant la Chine. C'est pas le sujet, vous comprenez bien. Je parle de rapport de force, je parle de politique. Moi, ma question, c'est, quand on parle de gouvernement mondial, on pense pas tellement à la Chine au premier abord, on pense plutôt à Israël. Donc, comment est-ce qu'on explique justement ce passage d'une domination des Américains par les Chinois? Non, les Chinois ont joué leur partition de leur côté sans s'occuper de ce que faisaient les autres. Les autres ont infiltré tout depuis le XVIe siècle, le XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Mais attention, quand on parle, on dit Israël, c'est toujours pareil. Quand on marque les choses de façon formelle comme ça, on ostracise toute une partie des gens qui ne sont pour rien dans cette histoire. Je vous parle, moi, des banquiers commerçants hégémoniques et accapareurs, ils n'ont pas pour vocation de servir Dieu, on est bien d'accord. Ils sont partis dans des délires de suprématie de l'homme. Dieu n'a pas sa place chez eux. Donc, quelle que soit la religion, ils ont infiltré les religions comme ils ont infiltré les gouvernements. C'est vraiment l'empire du mal. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Israël est né effectivement de la volonté des Rothschild. Ça, il faut le claironner, c'est la vérité. C'est les Rothschild qui ont voulu créer cet État. Mais à l'intérieur de l'État, il y a des rapports de force différents qui s'instituent. Regardez, ils ont voulu créer l'Union soviétique à leur image et ils se sont heurtés à un caillou dans la chaussure puisque un homme qui n'était pas forcément très recommandable en lui-même, qui s'appelait Staline, a repris le contrôle de leur machine et ils ont perdu le contrôle. Donc, vous comprenez, il faut toujours voir les rapports de force dans une dynamique, dans une conception dynamique et non pas statique. La vie n'est jamais statique. Tout est en perpétuelle évolution. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est là-dessus que jouent les Chinois, justement. Et c'est là-dessus qu'ils ont misé pour reprendre le contrôle de leur État. Vous savez qu'ils avaient été mis plus bas que terre. La Chine avait été mise justement par l'amirauté britannique. On en revient toujours à ça. La banque HSBC, les guerres de l'opium. Maintenant, les guerres de l'opium, elles sont chez nous. Ils peuvent plus s'attaquer aux Chinois, donc ils s'attaquent chez nous. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, en fait. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est pas... Je suis hostile à une conception statique des rapports de force et des dynamiques. Je pense qu'il faut toujours concevoir ça, il faut toujours concevoir ça dans un espace dynamique, voilà, pas statique. Très bien, mais alors quel serait l'avenir que vous prédisez? Ah bah Parce qu'il y là, a la un avenir de confrontation immédiat, ça alors je le prédis pas, enfin je veux dire que c'est le résultat d'une synthèse, si je puis dire, des événements actuels. Nous allons directement, alors je parle du point de vue de la France, hein, à la fois vers une guerre civile plus ou moins larvée, en fait une disparition du contrôle étatique sur le territoire, avec en parallèle une guerre extérieure qui arrivera plus tôt que prévu, probablement. Donc voilà, l'avenir immédiat, c'est celui-là. Ça fait longtemps hein, que je le dis, croyez-le bien, et à l'époque où j'en parlais, tout le monde me regardait avec des yeux en disant mais celle-là, elle n'a rien compris, alors qu'en réalité, il a suffi pour moi, qu'est-ce qui m'a permis de comprendre ça? Regardez simplement l'évolution des lois, la façon dont elles étaient fabriquées, les initiatives qui étaient menées, la façon dont elles étaient rédigées, tout ça, ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur les institutions, les évolutions politiques en cours et évidemment les évolutions juridiques, n'en parlons pas. Où je voulais en venir plutôt, c'était plutôt disparition des États, disparition de la monnaie, de manière générale et pour l'apparition d'une monnaie liquide, d'une monnaie digitale, en gros, c'est ça? Plus d'État, plus de Monnaie monnaie. personnelle. Si, la monnaie, elle continuera d'exister, mais sous le contrôle radical de ces puissances maléfiques, de ces puissances financières maléfiques. D'autre part, disparition de l'État, ça fait longtemps que c'est en œuvre, hein, excusez-moi de le dire, mais nos États ne sont plus que des coquilles vides. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous instaurez le parlementarisme dit représentatif, ça c'est tout un programme,
Je le répète, quand on parle des choses, c'est qu'elles n'existent plus. Donc parlementarisme représentatif, parlementarisme, c'est parle et ment, d'accord? Donc c'est clair. Voilà, donc c'est pas représentatif du tout, c'est évident, c'est au service des partis, c'est par le biais des partis politiques au service de la haute finance. Voilà, ça c'est l'organisation de notre État. Avec au surplus une banque centrale indépendante, alors là vous avez tout compris. Je veux dire qu'il n'y a plus d'État politique. Il y a un État formel, mais ce n'est pas un État au sens politique du terme. Donc ça fait longtemps que c'est en œuvre, c'est pas du tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils sont en train de perdre eux-mêmes un peu le contrôle une fois de plus, de leur Frankenstein. Ils fabriquent des choses à leur image, à leur service, et puis de temps en temps, ils en perdent le contrôle parce que la vie est foisonnante, voyez-vous. Il se passe des choses, des évolutions profondes qui leur échappent également à eux. Donc vous êtes pour une démocratie directe comme sur un modèle suisse? Bah, alors, oui, le modèle suisse à bien des égards, certaines supériorités sur le modèle centralisateur. Néanmoins, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais vous êtes aussi, sous la coupe de ces gens-là que nous. Alors vous avez, Tout à fait. la démocratie, directe ne vaut que lorsque vous avez une information correcte à disposition. Et quand vous n'êtes pas chapeauté par des instances fédérales qui sont au service des mêmes que ceux qui contrôlent les instances centrales. Vous avez un peu plus de marge de manœuvre, mais guère plus finalement. Il faut quand même le reconnaître. Oui, je suis d'accord avec vous. Je voulais juste, parce qu'il y a je trouve toujours un prisme de la part des Français lorsqu'ils regardent la démocratie en Suisse ou la Suisse de manière générale et ils ont l'impression que c'est une démocratie merveilleuse et transparente, alors qu'à travers chaque initiative, il y a justement derrière Mais bien cette sûr, tout est sous petite contrôle, attaque évidemment. mondialiste justement et on l'a vu avec les dernières votations et on l'a vu justement avec l'initiative Monnaie pleine ou encore l'initiative sur le revenu de base inconditionnel, Et qui est là, déjà le début de l'asservissement avec justement le fait que ce soit inconditionnel, sous-entend bien qu'il y aura des conditions bien précises à remplir pour pouvoir toucher cet argent. bien entendu. Et là, je vais rendre hommage à une deuxième femme qui est suisse, cette fois-ci, c'est Liliane El Kawam, qui a tout à fait identifié le fait que les avoirs de la Banque nationale, dite nationale suisse, sont en fait entièrement contrôlés par la BUBA, la banque allemande. Voilà. Donc, voilà, vous avez l'exacte définition de votre indépendance. Oui. Écoutez, merci beaucoup, cher Valérie Bugeaud. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.